Quand les Américains décident de débarquer en Afrique du Nord, le 8 novembre 1942, ils ne savent pas encore quelle sera l'attitude des Français. Le président Roosevelt s'adresse à eux en espérant les rallier à sa cause. Croyez-nous bien, nous ne voulons vous faire aucun mal. Nous vous assurons qu'une fois que la menace de l'Allemagne et de l'Italie soit bien éloignée de vous, nous quitterons votre territoire immédiatement. Quand on a appris le débarquement américain à Alger, ou l'avion en Algérie, au fond, nous étions satisfaits, nous étions heureux. On dit, ah, ça commence par là-bas, sûrement un jour ça va venir pour nous. Le 8 novembre, les Alliés débarquent à Alger, Oran et Casablanca. À Alger, François Darlan est présent, par hasard, au chevet de son fils malade. Les Américains font pression sur lui. S'ils arrivent à convaincre le commandant en chef des forces de Vichy de se rallier à eux, les combats cesseront immédiatement. Darlan veut être sûr que ce débarquement est suffisamment important pour faire basculer le cours de la guerre. Il cherche aussi à avoir l'approbation des hommes de Vichy, qui se méfient des Allemands, mais tout autant des Anglais. Pour eux, la France doit se ranger du côté du plus fort. Certains pensent que l'avantage est encore du côté de l'Allemagne, mais le général Weygand et l'amiral Offand, secrétaire d'État à la Marine, penchent pour les Alliés. Offand pense même qu'il est possible que le maréchal Pétain change de camp. Il est en contact permanent avec l'amiral Darlan et lui télégraphie qu'il a l'accord intime du maréchal. Offand se trompe, mais Darlan s'accroche à cette idée pendant plusieurs jours. Au milieu de ces hésitations, les troupes françaises reçoivent des ordres contradictoires et résistent aux Américains. Les combats font plus de 1300 morts côté français et près de 500 côté américain. Le 10 novembre, Darlan se range finalement du côté des Alliés, mais il ne veut pas renoncer à l'atout que représente la flotte. Il appelle l'amiral de Laborde, qui commande les forces de haute mer, à le rejoindre avec les navires. À Toulon, où l'on reçoit ces messages, Laborde ordonne de mettre les feux. Les navires sont prêts à partir. Nous avions fait le plein de mazout, fait le plein de vivres. Le bateau était prêt à appareiller. Tous les bateaux de l'escadre. On n'a jamais été privé de pétrole. Jamais. On a fait des ravitaillements à bloc, on était. Pour deux mois de mer. Mais le projet de l'amiral de Laborde n'est pas de rejoindre les Alliés. Bien au contraire, il est soucieux de montrer sa loyauté aux Allemands et se prépare à repousser une éventuelle attaque britannique. Alors Laborde, le comte Jean, était un personnage assez particulier, qui normalement aurait dû être à la retraite quand ça s'est passé, qui avait été très marqué par l'affaire de Mersel-Kébir, et c'est une espèce de seigneur avec beaucoup d'autorité et qui, au fond, n'acceptait pas beaucoup la contestation. Et il était légaliste. Autrement dit, il y avait des responsables politiques à Vichy qui donnaient les ordres et lui les exécutait. Profondément anglophobe, Laborde fait partie des collaborateurs les plus convaincus. Il a même déclaré qu'il était prêt à se battre aux côtés des Allemands. À la demande de Darlan, il répond par le mot de Cambronne. En 1942, les responsables politiques français, et en particulier beaucoup des militaires français et notamment des amiraux, eux, n'ont pas encore pris la mesure de ce qui était en train de se passer, alors que les Américains étaient rentrés en guerre, que sur le front de l'Est, les Allemands rencontraient de grandes difficultés en Russie, que tout était en train de changer, et le 8 novembre aurait dû les éclairer. Überwachungsflug längs der Küste. Les préférences des uns et des autres sont balayées le 11 novembre 1942, jour où les Allemands franchissent la ligne de démarcation. Ein Grenadierbataillon auf dem Marsch durch Südfrankreich. Das Tagesziel dieses Verbandes ist Marseille.
les troupes d'Hitler envahissent le sud de la France et ne rencontrent aucune résistance. Soldats et aviateurs français de la zone libre quittent leur cantonnement et abandonnent leurs armes, sans les détruire. Des milliers de véhicules, des centaines de canons et plus de 1200 avions sont saisis par l'occupant. L'armée de Vichy a vécu. Les illusions de l'armistice ne tiennent plus qu'à un fil. Et ce fil, c'est une zone minuscule qui reste libre malgré tout. La ville de Toulon. Cette zone d'exception est baptisée le camp retranché. La flotte aurait pu sortir de Toulon dans les 24 heures ou 48 heures qui ont suivi l'invasion de la zone libre par les Allemands. S'il y avait eu la volonté de partir, ils auraient pu partir. Mais il n'y avait pas la volonté de partir. Le camp retranché est gouverné par l'amiral Marquis. Pétainiste convaincu, il a autorité non seulement sur le port, mais aussi sur la ville. Il impose un régime autoritaire que les Toulonnais appellent par dérision le marquisat. L'amiral Marquis était le préfet maritime de Toulon, c'est-à-dire que lui, il n'était pas du tout responsable de la flotte, il était responsable de l'approvisionnement de la flotte, de la sécurité de la base et donc du camp retranché. Marquis, c'était le camp retranché. Marquis ordonne un couvre-feu, ainsi que la surveillance et l'expulsion de tous les éléments indésirables de la ville. Une fois les Allemands aux portes de Toulon, la question est inévitable. Rester ou prendre le large. Du rêve de Vichy anéanti, il ne reste plus que la flotte isolée dans la rade. Marquis et Laborde pensent sauver leur navire en donnant leur parole d'honneur à Hitler qu'ils ne se battront pas contre l'Axe. Ils jurent de défendre Toulon contre les anglo-saxons et les Français ennemis du maréchal. Mais à bord des bâtiments, la révolte gronde. Moi, je me suis trouvé au milieu des marins qui disaient aux officiers « On ne va pas rester là, mais dans les Allemands, ils ont franchi la ligne, ils vont venir, il vaut mieux qu'on parte, tout ça. » Beaucoup de gars qui disaient l'Algérie, parmi eux, il y avait beaucoup d'Alsaciens. Et les Alsaciens avaient peur que si jamais les Allemands venaient, qu'ils étaient enrôlés dans l'armée allemande. On s'est adressé à nos chefs respectifs pour dire « On veut partir, nous, pourquoi on attend là? Qu'est-ce qu'on attend ?» Alors, ils nous sont venus, ils ont consulté tous les officiers supérieurs, ils ont dit « On ne peut pas partir. On est là, on attend, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. » Voilà. Ils ont refusé de partir. Plusieurs marins révoltés sont emprisonnés. À bord du Strasbourg, pour calmer la fronde, l'amiral de Laborde réunit les commandants de bâtiments et leurs adjoints et exige qu'ils lui prêtent un serment d'obéissance. Sur 19 officiers, un seul refuse de prêter ce serment. C'est le capitaine de vaisseau, Pothiot. De Laborde le relève immédiatement de son commandement. Les autres commandants prêtent serment à Laborde, selon un texte qu'il a rédigé lui-même. Il veut pouvoir compter sur leur obéissance, quels que soient les ordres. Rassuré sur la discipline de ses subordonnés, le comte Jean donne des consignes de précaution de sabordage. Prévu depuis juin 40 par Darlan, le sabordage est matériellement préparé pour la première fois. Sur tous les bateaux, il y avait une équipe de sabotage qui était prévue. Mais aussi, il y avait 6 bonshommes qui étaient chargés de poser les explosifs, de faire sauter le bateau, de le faire couler, quoi. C'est dans la nuit qu'on nous a appelés, dans la nuit, ou à 9h du soir peut-être, pour aller faire faire les préparatifs du sabordage du bateau. Alors, naturellement, moi, je n'ai pas porté les gueuses parce que ça consistait à mettre des pétards sur la coque, des gueuses par-dessus pour que la déflagration se fasse dans la mer, côté mer, en crevant la coque. Mais c'était fait proprement. C'est-à-dire qu'on voulait que le bateau coule droit. À bord des sous-marins, les équipages s'interrogent.
On a discuté entre nous, on a délégué le quartier-maître-chef Henri, qui était le plus ancien des torpilleurs, et Gravier, qui était le plus jeune des matelots canonniers, en délégation auprès de l'Herménée, en disant que tout l'équipage, et sans exception, ne voulait pas se saborder et, au contraire, voulait continuer le combat. La réponse a été assez évasive, elle n'a pas été catégorique, elle a dit « Ne vous en faites pas, faites-moi confiance et obéissez ». Et à notre avis, dans sa tête, il avait déjà décidé de partir. À partir du 15 novembre, les forces d'Hitler se sont suffisamment renforcées en zone libre pour défendre toute la côte méditerranéenne. Elles sont prêtes à résister à un débarquement allié. Le 18 novembre, les Allemands exigent que les dernières troupes françaises de l'armée de terre encore présentes se retirent du camp retranché de Toulon. Autour de la ville, on note une recrudescence des activités de l'armée allemande. Malgré cela, Marquis et Laborde n'en démordent pas. Pour eux, la menace ne peut venir que de la mer, vers laquelle ils ont orienté toutes les défenses de Toulon. Le soir du 26 novembre, tout est calme. Le 26 novembre, au soir, j'étais de service. Et comme à d'habitude, on met les radeaux en place pour permettre le passage soi-disant d'une troupe. Et hop, à 9h, 10h, on va se coucher. Pourtant, les premiers éléments de la 7e Panzer et la division SS Das Reich roulent déjà en direction de Toulon. C'est l'opération Lila. Au poste de sécurité d'Olioul, le gendarme Lebert entend des bruits de blindés. Il est 4 heures. Ce sont les engins de la 7e Panzer qui arrivent par l'ouest. Lebert essaye de donner l'alerte. Constatant que les lignes sont coupées, il décide d'envoyer un gendarme en moto jusqu'à Toulon. À la même heure, la division SS Das Reich arrive par l'est. Elle passe le poste de La Valette à 6 km de la ville. À 4h25, le gendarme Le Tiec arrive devant la porte Castigno et donne l'alerte. Il annonce que les Boches arrivent. Réveillez-vous, je viens de La Valette, les Allemands sont à La Valette, les Boches sont là. Ah, je t'assure, j'en viens. Les lignes sont coupées, je les ai vus, ils sont à La Valette. L'homme de garde, incrédule, lui demande de repartir vérifier l'information. Pourtant, les deux divisions s'approchent. Les Allemands, avant d'envahir l'arsenal, avaient pris possession de tous les forts qui dominaient Toulon. Donc, toutes les batteries anti-aériennes, enfin, etc., c'était déjà occupé par les Allemands. À 4h30, les Allemands se présentent au fort Lamalgue, où l'amiral Marquis a rapatrié ses bureaux de préfet maritime. L'amiral Robin, bras droit de Marquis, est réveillé par le bruit. Il tente de prévenir la flotte. Allô, l'amiral Robin en ligne. Il faut réveiller l'amiral Laborde. Dépêchez-vous. Les Allemands arrivent. L'amiral de Laborde n'arrive pas à y croire. Il fait rappeler Robin pour avoir une confirmation. Allô, ici de Laborde, c'est vous, Robin? Il ne l'aura jamais. Les Allemands sont en train de prendre possession du fort Lamalgue. Ils arrêtent Robin avant qu'il ne puisse confirmer l'alerte. Ne m'appelez plus. Laborde, après avoir longtemps hésité, finit par ordonner le branle-bas sur tous les bâtiments des forces de haute mer.
Les Allemands prennent aussi possession du ciel. Vers 5 heures, on entend des ronronnements de bruit d'avion. Oh! Et on pensait que c'était un avion qui ne faisait que passer, survoler Toulon. Ah non! C'était des avions qui lançaient des bombes éclairantes. Et ça, à l'intérieur du bâtiment où j'étais, c'était comme en plein jour. Avant 5 heures, la nuit était claire, quoi. C'était bon, on ne s'imaginait pas. Puis on a entendu des coups de feu, puis on a vu des fusées, et puis il y en a eu de plus en plus. Et puis comme je vous dis, on respirait à peine. On cherchait l'air frais. Adolf Hitler a envoyé un diplomate à Châteldon, où habite Pierre Laval. Il est chargé d'attendre 4h30 précises pour faire réveiller Laval et lui remettre une lettre qui annonce que, contrairement à ses promesses, le Führer a donné l'ordre de s'emparer de la flotte. Laval, qui connaît les ordres secrets de sabordage, se précipite à Vichy pour arrêter la catastrophe. Il tient encore à rester en bons termes avec les Allemands. C'est l'amiral Leluc, qui accompagnait un Tigé à Rotonde, qui transmet ses ordres. Mais l'officier de communication ne sait pas à qui il a affaire. Oui. Oui, ça y est, donc le message est parti. Qu'est-ce que c'est que ce que Leluc transmet l'ordre de Laval d'éviter tout incident et précise « Ceci annule tous les ordres précédemment reçus ». L'officier ne le croit pas. Leluc est obligé de décliner son chiffre. Maurice Athanase, 1,98 m. Oui, Maurice Athanase, 1,98 m. Malgré cette identification, on ne le croit toujours pas. Les ordres de Laval sont répétés. Évitez tout incident. Il insiste, arrêtez les frais le plus tôt possible. Pas de destruction de matériel et pas de coups de feu. Les Allemands ont à présent envahi toute la préfecture maritime et cet ordre ne parviendra jamais jusqu'à l'amiral de Laborde. De toute façon, il est trop tard. Il est 5h30 et l'amiral de Laborde a déjà donné l'ordre de sabordage. Au dernier moment, la discipline du marin l'a emporté. On a été affolés, les micros qu'on parlait. Sabordage, sabordage, évacuer, évacuer, sabordage, évacuer. Et puis ça a commencé à péter de tous les côtés. Il y avait les casseurs. Alors les casseurs, eux, cassaient les roues. Si les Allemands auraient monté à bord, ils auraient fermé les vannes, le bateau ne pourrait pas couler. Je suis descendu à la machine et j'étais prêt, j'avais mon chalumeau à la main et j'étais prêt à donner des coups de chalumeau dans les dents du réducteur. Une chose abominable, mais... On a ordonné, nous, le noyage des soutes, parce qu'il y avait beaucoup de munitions et de poudre dans les soutes. Il y avait simplement appuyé sur un bouton et le bateau s'est enfoncé tout doucement. Les coups n'arrêtaient pas de pam, 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 pom, pom, pam, pom. Ça a duré pendant 3 jours, ça. Jour et nuit, sans arrêt. Et avec, comme le temps était couvert ce jour-là, il fallait voir la fumée, parce que les bateaux qui prenaient feu, il y avait du mazout aussi qui prenait feu également. C'était impossible. Et puis on a vu arriver des panzers qui venaient dans la porte principale et qui roulaient à allure assez forte et qui, quand ils sont arrivés devant le retour, ont marqué un arrêt.
À 5h45, les Allemands parviennent à l'appontement Millau, où se trouve le Strasbourg et les plus gros bâtiments de la flotte. C'est là qu'on a commencé à tirer un peu, mais ça n'a pas duré longtemps, hein, puisque le bateau, tous les bateaux sautaient, se sabordaient, hein, et ça a été fini la bataille. Dans la rade du Mourillon, 4 sous-marins, le Casabianca, le Marsouin, l'Iris et le Glorieux, n'appliquent pas les consignes de sabordage et décident de quitter la rade. Un sous-marin, c'est comme une voiture. Vous appuyez sur le starter, ça démarre. On n'a pas besoin de chauffer avant. Quand nous avons quitté le quai, les Allemands nous tiraient dessus au fusil mitrailleur, à la mitraillette. Ils étaient à 30 mètres de nous. On les a vus, ils étaient là. C'est nous qui nous sommes présentés les premiers à la passe de Saint-Mandrier, fermés par des filets, manœuvrés par un remorqueur qui, lui, n'a pas voulu nous ouvrir parce qu'il n'y avait pas d'ordre supérieur. Belay, le commandant second, est allé tout à fait à la trave, à l'avant, a touché le remorqueur en disant « les ordres supérieurs, moi là, je vous les donne ». Et nous, on est passé juste ce qu'il nous fallait pour passer, et on a plongé. Alors on entendait les oreilles de mine qui grattaient la coque, on s'attendait à ce que ça pète d'une seconde à l'autre, quoi. Et on a réussi. Dans l'arsenal, les Allemands se rendent maîtres des lieux. On va arriver, la porte qui s'ouvre, 2 Allemands. Le casque enfoncé jusqu'au front, mitraillette en joue. Ils avaient au moins 2 bandes de mitraillettes. Les grenades, français, haut les mains. Toujours les bras en l'air. Il dit Raoust. Le dernier, il fait l'entrée, il dit Raoust, viens dehors. On a pris ce qu'on pouvait. Et il y avait déjà des soldats qui étaient sur le quai, des soldats et qui essayaient de grimper. Mais ils n'ont pas monté, ils n'ont pas pu monter encore. C'est nous qui avons descendu, nous sommes descendus, les marins qui étaient là, avec des valises, avec toutes sortes de trucs. On a pu descendre et à mesure, ils nous faisaient aligner contre un mur. Je me suis retrouvé avec un camarade dans l'arsenal. On entendait le bruit des explosions de tous les bateaux qui sautaient. Et on n'en bougeait pas, on était là qu'on attendait la fin de tout ce remue-ménage qu'il y a eu là. Hein. On voyait les bateaux en passant, on voyait les bateaux qui étaient coulés à moitié, les pavillons qui touchaient l'eau, ça vous crame le cœur. Ils nous ont encadrés pour aller sortir à la porte Castigno. À la porte Castigno, j'ai pu donner un brouillon de papier à une personne qui se trouvait là et qui a fait parvenir à mes parents que j'étais en bonne santé et qu'il restait de moi que le ruban du Vautour. Qu'est-ce qu'on va devenir? Tout le monde se pose la question. Les Allemands nous ont ramenés au dépôt, qu'est-ce qu'on va faire de nous? C'est là qu'on a su, par les officiers qui étaient dans le dépôt, qu'on allait être mis en permission, en congé, dans nos foyers. Les seuls équipages qui échappent aux Allemands sont ceux des 4 sous-marins qui sont partis. Pourtant, l'Iris et le Glorieux se rendent dans des ports espagnols. Leur commandant, encore attaché à l'idée de neutralité, se refuse à rejoindre les Alliés. Seuls le Marsouin et le Casabianca vont jusqu'à Alger pour reprendre le combat. On est conscient que nous avons désobéi. On a désobéi non pas qu'à de la Borde, mais on a désobéi à Pétain, à Laval, enfin à tout le gouvernement. Donc nous étions des rebelles.